Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse ce matin pour décrypter et analyser les sujets de l'actualité de la semaine. Quatre confrères, Ladji Yacouba Bama du Reporter, bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, Paul Miki Ramba de Waga FM, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et troisième invité à ce débat de presse de ce dimanche, Dacier de Bendouté, de Radio Jeunesse, bonjour. Bonjour. Et enfin, quatrième invité, Boukari Ouoba, des Mutations, le bi-hebdomadaire d'investigation. Bonjour. Voilà. Et donc, merci de marquer votre participation à cette émission, une émission qui débute voilà, de façon rocambolesque, voilà, vous l'aurez constaté. Et quatre sujets pour nos confrères ce matin. D'abord, la conférence de presse du président du Faso, Aboubou Dioulasso, le 3 avril dernier, et sa visite en France. Deuxième sujet, la conférence de presse de la majorité présidentielle. Et troisième sujet, la conférence de presse des organisations de la société civile sur les 100 jours du président du Faso et à Kossia. Et quatrième sujet, si le temps nous permet, nous parlerons également des rénonciations de Yacouba Zida à ses parcelles de Ouaga 2000 et enfin la prestation de serment de Patrice Talon au Bénin à l'international viendra clore ces sujets de débat de presse de ce matin. Et donc pour commencer, Ladji Bama, le président du Faso a rencontré la presse le 3 avril dernier à Bobo Dioulasso pour faire le bilan de ces 100 jours de gouvernement. Et comment vous avez apprécié la prestation du chef de l'État? Je crois que dans l'ensemble, c'était un bel exercice qui était en tout cas assez joli à regarder quand on voyait surtout sur un certain nombre de sujets où le président a quand même, enfin, à mon sens, surpris agréablement, surtout quand je l'ai entendu parler de la venue du GIGN français, tout ça, où il a semblé en tout cas sortir de la tradition de langue de bois qu'on connaît souvent à nos chefs d'État quant à ce genre de sujets. En tout cas, je crois que dans l'ensemble, c'est assez bien défendu, même si en ce qui concerne l'appréciation de ces 100 jours, bien entendu, il ne fallait pas attendre mieux de lui parce qu'il ne va pas dire qu'il travaille mal. Il a tenté en tout cas de présenter ces 100 jours, en tout cas sur les meilleurs jours qui soient. Mais bon, dans l'ensemble, l'exercice était assez joli à voir. Et surtout que c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps sous notre pique, un chef d'État qui se permet cet exercice pour, en fin de compte, un exercice de redevabilité, dire un peu, rendre compte de ce qu'il fait. Jusque-là, je crois que c'était bien. Par contre, le seul bémol que j'ai pu voir quand même, c'est qu'il faut souvent aussi avoir le courage de se le dire. Au niveau des confrères, quand même, il y a eu quand même, je ne sais pas si des péché de jeunesse, mais beaucoup de confrères ont péché quand même par la naïveté de certaines questions qui ont été posées et tout ça. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau. Comme quoi un travail reste à faire à ce niveau. Beaucoup. Dans nos rangs, en tout cas, il faut que les gens, en tout cas, mouillent encore plus le maillot pour être à la hauteur de certaines personnalités. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Et Paul Miki Ramba, d'aucuns disent que c'est un président qui maîtrisait ces sujets, qui a répondu aux journalistes à Bobo Dioulasso le 3 avril dernier. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Il était dans son sujet, mais je voudrais d'abord saluer à la suite de Ladji Bama l'exercice auquel le président s'est donné. Alors, c'est une bonne chose de mon point de vue qu'il marque ces 100 jours par cette conférence de presse pour faire le point. On espère donc que lorsqu'il va atteindre 200 jours au pouvoir, une même conférence de presse d'urgence sera tenue pour que les Burkinabés sachent un peu où est-ce qu'on en est. Alors, je pense également qu'il y a eu, en tout cas, un brin de sincérité dans la déclaration qui a été faite par le président du Faso par rapport à ces 100 jours passés au niveau de l'exécutif burkinabé. Alors, je parle de sincérité parce qu'il y a eu une présentation réelle de la situation, de mon point de vue, sans langue de bois, comme l'a dit Ladji Bama. Et puis bon, voici certaines vérités qui ont été dites. Et puis bon, de cela, on se rend compte également que 100 jours, c'est vite passé, c'est pas assez pour un chef d'État.
Maintenant, on va retenir, entre autres, je pense qu'il a dit, le recrutement des 4200 jeunes, il y a le projet eau et assainissement, il y a également la gratuité des soins pour la mère et l'enfant de moins de 5 ans. Donc, c'est autant de sujets comme ça qu'il a abordé. Et sur le plan des réformes constitutionnelles, on rappelle aussi le projet de nouvelle constitution pour le passage à la 5e République avec la mise en place de la commission constitutionnelle. Donc, voilà un peu ramasser le bilan qu'il a présenté. Et de mon point de vue, c'est un bilan sincère puisqu'on était tous témoins de la mise en œuvre de ces différentes actions sur le terrain. Et tout cela, ils l'ont fait comme une sorte de sacerdoce. Jusque-là, ils n'ont pas perçu de salaire. Oui, il a dit effectivement, ils n'ont pas perçu de salaire. Mais moi, là, ça me pose problème. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il rappelle que les ministres, les membres du gouvernement qui sont arrivés, sont venus en tout cas de quelque part où certainement ils continuent de percevoir leur salaire de leur ancienne fonction. Ça, c'est peut-être une vérité qui n'a pas également été dite. C'est peut-être le salaire de ministres qui n'ont pas encore reçu. Et je suis sûr que cela est dû certainement à des procédures. Vous savez qu'au niveau de la fonction publique, il y a souvent certaines procédures qui prennent du temps. N'allez pas poser la question aux enseignants qui se retrouvent en province et qui font presque 1 an pour certains sans avoir leur premier salaire. Voilà, donc c'est une tradition au niveau de l'administration publique au Burkinabé. C'est certainement ce qui explique le fait que les ministres n'aient pas eu leur salaire. Mais je ne pense pas que ce soit un argument que l'on puisse prendre pour justifier un peu cette histoire d'austérité ou une façon de gérer le Burkina. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis bon, le plus important, c'est le boulot qui se mène. Parce que lorsqu'on dit que des ministres ont fait 3 mois sans prendre leur salaire, on a également tenté de se poser des questions. De quoi vivent-ils? Ça, c'est une question pertinente, puisqu'on a quand même cette histoire de délit d'apparence. S'ils n'ont pas de salaire, comment ils font alors? Qui peut faire l'objet de débats de presse. Évidemment. Oui, Dacier de Bendouté, le même style, Paul Niki l'a dit, un style sincère, un style direct, s'est poursuivi avec sa visite en France, les jours qui ont suivi le 3 avril. Et notamment face au président français, le président François Hollande, mais aussi le patronat, le MEDEF et les autres interlocuteurs auxquels le président Kaboré a eu à faire face. Et pour vous, certainement, c'est le style Kaboré qui est en train de se mettre en place ou peut-être de se décliner. Oui, pour moi, oui, parce que quand on voit, en tout cas dans son programme et ce qu'ils ont annoncé, arrivé, ils ont pu vraiment remplir leur programme. Et aussi, ce qu'ils ont annoncé comme visite, ce qu'on a vu, bon, c'est que les Burkinabés, de façon générale, sont quelque part mécontents de l'accueil, voilà, qui lui a été réservé en France, parce qu'on n'a pas vu les honneurs habituels. Et aussi, oui. On va y arriver sur la question de la polémique, oui. Mais juste sur le style qu'il a imprimé à la conférence de presse et également sur place à Paris quand il était en visite de travail. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, d'aucuns parlent de visite officielle, d'autres parlent de visite de travail. Voilà. Donc on va y arriver, mais sur le style, par exemple, face au président Hollande, il a exprimé, par exemple, son point de vue clairement sur les GIGN. Oui, je pense que le style, il est constant. Si on parle de ce qu'il a dit à la conférence de presse et ce qu'il a dit là-bas, je pense que c'est constant. Ou si vous voulez, c'est la même chose qu'il a répété. Et on pense que quand même, c'est digne. Et comme l'a dit Lagui Bama, et vraiment, et ça nous a tous étonnés, voilà, et qu'il ait vraiment ce langage-là. Pas étonné dans le sens normal des choses, mais tel qu'on connaît nos réalités ici. Donc le style, il est constant. Et je pense que là où, en tout cas, il y a quelque part le bémol, il y a quand même problème, c'est au niveau de son style vestimentaire. Et je pense qu'à ce niveau, il va falloir que le président il se donne une personnalité à ce niveau fixe. Et à l'intérieur, on ne le connaît pas avec des costumes. Mais dès qu'il prend l'avion, il commence à porter des costumes. Et en ce moment... Vous avez quelque chose contre les costumes? Non, pas contre. Mais vous savez que quand on parle des affaires d'État, il faut aller à ce que Kizerbo appelle l'intelligence supérieure. C'est un chef d'État, il te faut un style. Il lui faut un style. Et généralement, nos chefs d'État africains ne savent pas que le style-là, ça compte beaucoup dans leur personnalité. Par exemple, quand vous avez vu à la conférence de presse comment il était habillé, d'habitude même, voilà,
comment c'est quelqu'un qui aime les basins, les façons d'enfants et autres. Et maintenant, il va en France pour des questions de vie. Parce que, imaginez-vous le président iranien, parce qu'il s'en va en France, il enlève ses turbans et autres, parce qu'il va en France, parce que, bon, là-bas, généralement, les gens s'habillent comme ça. Ça, je pense qu'il va falloir qu'il adopte soit de porter les façons d'enfants, et ça va plaire plus aux Burkinabés, parce qu'on ne peut pas faire un discours pour dire qu'il faut que nous travaillons à consommer ce que nous produisons et que nos chefs d'État, parce qu'une fois même dans une de mes communications dans Fanny Fashion, j'ai dit même la photo officielle de nos chefs d'État ou bien même des présidents d'institutions, ça doit être en façon d'enfants. Ça encourage l'identité du pays. Maintenant, l'autre problème dans ces voyages, Lagui Bama a évoqué le niveau des journalistes au niveau de la conférence de presse. Ici, je pense que le problème qui se pose dans ces voyages, c'est le fait que la radio nationale n'y était pas dans le voyage. Mais là, c'est une organisation. Non, ce n'est pas une question. J'ai dit, on est en train de parler des affaires d'État. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, aujourd'hui, quand on aborde ces questions, il faut être à une certaine hauteur. Qu'est-ce qu'on fait des archives nationales? Un chef d'État qui voyage, la radio n'y est pas, on perd une partie de notre patrimoine. Dans 100 ans, 50 ans, peut-être qu'on ira ailleurs. Si Fousseni veut faire un documentaire, peut-être il faut aller quelque part dans un pays pour payer. Et ça coûte combien? Extrêmement cher. Donc, c'est la première chaîne de radio qui a été créée au Burkina, et même en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment tenir compte et oublier la radio nationale dans un voyage d'État, parce que mon oncle qui a Bombloré là-bas aimerait entendre à travers n'a pas Radio la télévision, Burkina, mais voilà. il écoute Radio Burkina. Non, il écoute Radio Burkina. Oui. Donc, ils aimeraient entendre où va le président et qu'est-ce qui se passe dans le pays. Oui, Voilà. Boukari Oba, il y a le style Kaboré, mais comme l'a dit aussi Dacier de Bendouté, il y a aussi la polémique sur son accueil. Est-ce que pour vous, c'est une polémique fondée? Oui, c'est normal que les Burkinabés s'inquiètent sur la manière dont leur chef d'État peut être accueilli à l'extérieur. D'autant plus qu'on a vu d'autres chefs d'État qui ont eu, en tout cas, de mon point de vue, un accueil beaucoup plus acceptable. Voilà. Je pense que pour un chef d'État qui arrive d'abord à l'aéroport d'un pays ami et qui est accueilli par l'ambassadeur qui était dans son propre pays, ça la me pose tradition problème. protocolaire de ce pays. Mais nous aussi, nous pouvons dire que notre tradition ne nous permet pas. Est-ce que c'est parce que nous accueillons les étrangers de la façon la plus regardante pour nous que les Français sont astreints à le faire? Ils ont leur tradition. Est-ce que nous sommes en droit de nous indigner de la manière dont notre chef d'État est accueilli, oui ou non? Non, le débat n'est pas là-bas. Le débat est, est-ce que les Français le font tel qu'ils l'ont fait ou ils ne le font pas? Ils le Même font Obama, peut-être est-ce que ainsi, vous avez mais ils déjà ne le font vu pas, ils ne le le font pas président de la Hollande sorte aller avec tous les accueillir chefs le d'État. président Ils ne le Obama? font pas de la sorte avec tous les chefs d'État. Je souligne, il y a deux aspects. Ou bien le Burkinabé est au-dessus des autres citoyens que les Français accueillent? Nous pouvons nous le revendiquer. Nous pouvons dire que nous sommes au-dessus des autres. De quel droit? Aux autres aussi de revendiquer un niveau supérieur. Moi, j'estime que le chef d'État du Burkina, qui se déplace à l'extérieur, que ce soit en France ou ailleurs, il a un accueil qui doit être digne de ce que moi je puisse attendre comme accueil pour un chef d'État. Pour moi, mon président, j'estime qu'à l'aéroport, il aurait pu même être accueilli rien que par le Burkinabé, plutôt que par l'ambassadeur de France au Burkina. J'estime que pour moi, il y a eu un couac à ce niveau. En plus, même à l'Élysée, il n'y a pas eu de tapis rouge. Il y a des chefs d'État africains. Il y a eu tapis rouge. Des images que j'ai vues, je n'ai pas vu le tapis rouge. Donc, autant pour on a moi, vu s'il y a les eu honneurs effectivement militaires dans le reportage de Jacques Lamissa Sarpaga pour la RTB, mais également Romain Auguste Mambara qui a fait un élément pour BF1. On a vu les honneurs militaires. Très bien, tant mieux, mais il se trouve que quelque part, il y a eu des manquements. Ce n'est pas à tous les niveaux qu'on a été satisfait de la manière dont Roch-Marc Christian Cabral a été reçu, mais je retiens que ça peut être considéré comme un détail. Mais je pense que les chefs d'État ne sont pas reçus de la même manière à l'Élysée. Vous le comprendrez. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de la même manière que les chefs d'État sont reçus. Donc on vous reçoit aussi peut-être certainement au vu du niveau, du degré, de l'importance qu'on vous accorde en France. C'est aussi de la même manière que lorsqu'un événement malheureux ou heureux se passe au Burkina, le chef d'État français peut se déplacer, ou ça peut être un premier ministre, ou ça peut être un ministre délégué. Regardez dernièrement quand il y a eu les attentats au Burkina, comparé aux attentats en Côte d'Ivoire à côté, nous n'avons pas eu les mêmes délégations. Nous n'avons pas eu la même promptitude aussi. Vous avez vu le temps que ça a dû mettre pour qu'effectivement une autorité
Français se déplacent ici pour venir nous témoigner leur compassion. Donc je pense qu'il y a quand même un accueil différencié selon les chefs d'État. Il y a une façon, pour moi, qui n'est pas tout à fait juste. Mais je retiens que c'est une polémique qui n'est pas l'essentiel. Hein. On n'est pas allé en France pour forcément avoir les honneurs. On allait, peut-être même, on peut dire c'est un voyage d'affaires. On allait pour négocier certains contrats. Donc je pense que dans le fond, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais on ne peut pas en vouloir aux Burkinabés de s'être indignés du fait que leur chef d'État n'a pas été accueilli autant qu'eux, ils l'auraient souhaité. Oui, Ladji Bama, sur le fond de la visite du président en France, Boukari Ouba l'a dit, beaucoup de choses ont été faites pour ne pas se focaliser sur la polémique de l'accueil. Déjà, il est allé avec une feuille de route, si on peut le dire ainsi. Et est-ce que, à votre avis, la mission est bien remplie, accomplie? Sans doute, parce que pour ce qu'on a pu voir quand même, les rencontres qu'il y a eu, notamment avec le MEDEF et tout ça, on a parlé d'économie, on a parlé d'échange de commerce et tout ça. Je pense que bon, des accords ont dû être passés là-bas et tout ça, des partenariats ont été tissés avec certains opérateurs économiques. Certainement, il y a des marchés qui vont en découler. Donc j'imagine que bon, il y a pas mal de choses qui vont en tout cas pouvoir être mise en tout cas en scène à partir de cette visite-là. Mais il n'empêche que, comme Ouba l'a dit, hein, c'est vrai, c'est des détails, mais souvent aussi il y a des détails qui valent la peine quand on s'attarde dessus. Parce que quand on dit un chef d'État qui va en France, il y a une manière de l'accueillir. C'est vrai, on a assez polémiqué sur la question, mais moi je dis et je retiens que notre chef d'État a été mal accueilli en France. Il ne faut pas polémiquer dessus, c'est un fait, tout le monde l'a constaté. Et c'est d'autant plus écœurant que quand François Hollande est allé en Angola, il a été accueilli par un ministre, Santos l'a envoyé un ministre aller l'accueillir. On a vu la mine que François Hollande a fait en Angola, il n'était pas du tout content. Et d'ailleurs, les médias français se sont indignés de cet accueil-là, parce que quand ils viennent chez nous en Afrique, ils ont tout le temps l'habitude de se voir accueillis par toute la République, on mobilise même des paysans au bord des voies pour les accueillir, ils sont tous contents. Alors, quand on va là-bas, on envoie un ambassadeur aller accueillir le président. J'ai dit non. Est-ce que l'ambassadeur a été envoyé? Je ne sais pas s'il a été envoyé ou pas, mais en tout cas, toujours est-il que les faits sont là. Le président n'a pas été accueilli ni par un membre du gouvernement, en tout cas, ni par une personnalité, en tout cas, de marque de la France. Et ça, il faut le déplorer, il faut le condamner. Voilà. Oui, Paul Mikirwamba. Alors, donc, je voudrais dire par rapport à cet accueil-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à la manière dont le président Roch-Marc Christian Kabore a été accueilli en France. Maintenant, par rapport à cette situation, justement, nous avons tenté au niveau de notre rédaction de comprendre comment cela s'est fait. Alors, on a approché donc des spécialistes en diplomatie qui nous ont expliqué clairement qu'en pareille situation, le protocole se négocie. Alors, donc, il s'agit là, entre les deux États, lorsqu'un chef d'État se déplace, de négocier la façon dont le chef d'État va être accueilli. Maintenant, pour le cas d'espèce, le protocole est allé en France. D'ailleurs, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a effectué le voyage précurseur, lui qui est au-dessus du protocole, et qui a été négocié la façon dont le président devrait être reçu. Alors, donc, de ce point de vue, il y a lieu, de mon point de vue, de dédouaner un peu la France parce que le protocole a été accepté par le Burkina et c'était prévu comme ça. Le président Kabore était bien levé au courant que c'est de cette façon qu'il devrait être accueilli en France. Maintenant, là où il y a erreur, peut-être, de mon point de vue, c'est que le protocole d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, aurait dû négocier une personnalité du rang supérieur, peut-être à celui de l'ambassadeur de France au Burkina, pour recevoir le président Kabore. Alors, donc, si ça a été accepté comme ça, en réalité, on ne peut que s'en prendre à nos autorités parce que c'est eux qui ont négocié un tel protocole, selon les spécialistes, qui a été accepté par les deux États et le président est allé en France. Maintenant, je comprends quand même qu'au Burkina, on est dans un pays où on a une tradition d'accueil. On dit du Burkinabé qu'il est capable de se coucher à terre pour donner sa natte à l'étranger. Et on voit également, lorsque les chefs d'État viennent, le président se rend à l'aéroport pour les accueillir. Il y a le tapis d'honneur, il y a les honneurs militaires, etc. Ensuite, on part à l'avenue Bassawarga pour laisser passer le cortège. Ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. Pour le cas de la France, il nous est revenu également que ce pays a cette tradition d'accueillir ses étrangers au niveau du palais présidentiel, pas à l'aéroport. Donc, de façon traditionnelle, c'est comme ça que les présidents sont accueillis en France. Donc, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, si on voulait que notre président soit accueilli d'un niveau supérieur en France, on aurait dû
négocier cela avant. Oui. Deuxième sujet de ce débat de presse d'aujourd'hui, oui, on n'a vraiment pas le temps de beaucoup, oui. Deuxième sujet, c'était plutôt la conférence de presse du président, voilà. 100 jours, Oui. sur lequel je n'ai pas dit un mot, surtout en ce qui concerne la forme. De mon point de vue, dans la forme, les choses étaient assez bien. Hein. Il y a des choses à reprocher, mais globalement, c'était bien. La première des choses qui m'a plu, c'est le fait même que ça se soit tenu hors de Ouagadougou. Je peux dire que peut-être ça a été un hasard de circonstance, le fait que le chef d'État se trouvait à Boubou pour la SNC et il a profité à la veille de la SNC pour tenir cette conférence de presse là-bas. Donc je pense que c'était... Le lendemain de la clôture de la SNC. Le lendemain de la clôture de la SNC. Maintenant, en abordant les sujets, on peut dire qu'il a été plus ou moins à l'aise. Hein. Je pense qu'il a répondu à tous les sujets, à toutes les questions sans faux fuyant, sans y mettre de tabou. Donc c'est aussi un point à mettre à son avantage. Maintenant, dans le fond, les sujets qui ont été développés, on les connaissait déjà, on savait déjà qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire. Il n'a fait que nous rappeler d'une certaine manière ces différentes mesures qu'ils ont prises dernièrement. Et ces mesures-là, on peut les apprécier positivement ou négativement. Je pense que c'est l'autre aspect peut-être du sujet sur le fond. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 100 jours? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 100 jours? On va l'aborder dans le deuxième sujet, puisque l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, a tenu une conférence de presse le 7 avril dernier à Ouagadougou, où elle a affirmé à l'occasion son soutien pour la conduite des affaires du gouvernement, mais également sa satisfaction par rapport au bilan des 100 jours du président. Notamment, un certain nombre d'éléments ont été évoqués. Miki l'a dit, sur la santé, sur l'éducation, sur les questions d'emploi, mais ils n'ont pas aussi occulté certainement les problèmes qui ont accueilli le gouvernement quand il entrait en fonction dès le 15 janvier avec les attaques terroristes et puis l'attaque de la poudrière. Oui, Dacier de Bendouté, pour vous, est-ce que sur les 100 jours, ce qui a été fait, c'est un bilan positif ou satisfaisant? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas à dire que c'est un bilan, c'est positif ou pas, mais ce qu'il faut voir, est-ce qu'ils sont arrivés à mettre le pays sur les rails, d'abord? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si je prends la seule grève des élèves, quand les élèves sont sortis, hier, on a vu qu'on a commencé à donner le matériel. Parce que le problème était là et il fallait que les élèves sortent. Si on prend ça déjà, c'est un échec. Parce que vu ce qui s'est passé depuis Blaise Compaoré jusqu'à la transition... Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi l'impatience des Burkinabés dont tu as évoqué il faut cesser de se chatouer pour rire. Et quand on aborde les affaires d'État, il faut aborder ça avec une certaine élégance. On ne peut pas comprendre que ces gouvernements viennent, il y a des problèmes, il y a les matériels dans les magasins, ils ne travaillent pas. Il a fallu que les enfants prennent la rue pour que dans la même semaine, ce n'est pas hier qu'on nous a montré comment ils sont en train de donner le matériel. Ici, là, l'autorité de l'État est en baisse parce qu'il fallait anticiper. Qu'est-ce que les enfants vont retenir? Vous les avez mal éduqués. Parce que prochainement, s'il y a un petit problème, ils vont dire ce pays-là, si tu ne te lèves pas, pour toi, ne va pas sortir. C'est le langage utilisé dans la rue. Pays-là, si tu ne te lèves pas, pour toi, ne va pas sortir. Il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre. À moins des choses, les gens vont sortir faire tapage. Et où est l'autorité de l'État? Parce que les dirigeants ne sont pas responsables. Moi, j'étais à la place des ministres des enseignements. Dès que j'ai pris fonction, il faut aller directement sur le terrain. Tu n'as même pas besoin de t'asseoir dans les bureaux. Il y a combien de matériel dans les magasins? Qu'est-ce que les gens font avec? Et il fallait que les enfants sortent. Pourquoi vos enfants vont vous éduquer? Aujourd'hui, au Burkina, ce sont les enfants qui éduquent les parents. Oui. Ce n'est pas normal. Donc, ces 100 jours, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. La dernière fois sur ce plateau, je me plaignais, j'ai dit le président ne sort pas. Dans les 100 jours, on devait voir des actions concrètes. Et dans les 100 jours, on ne peut pas faire un bilan, mais moi, je parle des rails. Et je reste toujours dans le domaine de l'éducation. Prenez l'université Joseph Kizerbo, appelée Guantanamo. Quand le président est venu, une université, un monde de plus de 50 000 personnes, où chercheurs et étudiants se cherchent. Le président a pris fonction. 100 jours durant,
il ne s'est même pas rendu à l'université, ni pour les encourager, ni pour les... Ne serait-ce que même une visite, c'est déjà bon. Parce qu'on sait que c'est un monde à problème. Et il y a trop de problèmes. Comme vous ne maîtrisez pas le calendrier du président, non, certainement que... ce n'est pas une question de maîtrise de calendrier, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées et il faut éviter, dans ces affaires d'État, de ne plus nous honir dans le monde. Les chefs d'État, aux États-Unis, les meilleurs discours des présidents, les grands discours se font dans les universités. Puisque c'est de là-bas que part le développement. C'est de là-bas que partent les idées pour que le pays avance. Mais si vous venez, vous fuyez l'université, vous fuyez les universités, vous allez trouver les ressources humaines pour avancer le pays. Donc pour moi, il y a des choses, ils n'ont pas encore réussi à mettre le pays sur les rails et ce qu'il faut faire. Parce qu'ils parlent de la restauration de l'autorité de l'État. La restauration de l'autorité de l'État, ce n'est pas la force, c'est un comportement des dirigeants. Aujourd'hui, il faut... L'exemple des dirigeants, par l'exemple imprimer. Oui, voilà. Paul Miki Rwamba, les 26 partis de l'alliance de la majorité présidentielle sont satisfaits. Est-ce qu'ils pouvaient en être autrement? Non, évidemment non. C'est la majorité présidentielle qui accompagne la mise en œuvre du programme présidentiel. Donc on ne pouvait pas s'attendre à autre discours que ce qu'ils ont tenu. Alors avant, je voudrais saluer en tout cas leur sortie médiatique qui fait le bilan de ces 100 jours parce que c'était l'occasion également pour nous de savoir de façon officielle qui appartient à la majorité présidentielle, qui n'appartient pas. Parce qu'on a vu la liste des 26 partis politiques. Il y en a qui étaient, j'allais dire, des partis appendices et on a su désormais à quel niveau ils se situent. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de partis qui ne sont ni à la majorité ni à l'opposition. On les attend en tout cas qui se classent un jour. Comme maintenant, on le dit, chacun n'a qu'à déclarer ses Voilà, chacun n'a qu'à déclarer. Je pense en l'occurrence au parti de Ablassé Ouedraogo qui n'a pas encore fait son choix. Il y a également le parti de Sarah Sérimé. Tous les deux étaient candidats à la présidentielle. C'est pour ça que je parle d'eux, sinon il y en a plein d'autres. Voilà, donc 26 partis politiques, lorsqu'on regarde la liste, bon, il y en a qui ne font pas le poids. Mais l'essentiel ici, c'est qu'on sait qui est à quel niveau. Maintenant, par rapport au bilan, évidemment, le bilan qu'ils ont dressé n'est pas différent de celui que le président du Faso avait dressé quelques jours plus tôt à Bobo de la Sauce. C'est pratiquement la même chose. Et j'ai écouté également Salif Diallo qui dit que les Burkinabés sont très impatients et que s'il y a une certaine lenteur dans la mise en œuvre des recommandations ou la mise en œuvre du programme du président, cela ne s'explique pas le fait que le président Roch-Marc Christian Kaboré prend du temps pour écouter tout le monde avant de poser des actes. Donc, c'est pour rester dans la forme, hein, je pense que ce discours-là est celui-là auquel on devrait s'attendre lorsqu'il s'agit des partis politiques de la majorité présidentielle. Moi, je suis bien curieux d'attendre la sortie médiatique de l'opposition qui a lieu dans 2 jours, hein, c'est le mardi prochain, ils vont s'exprimer également, pour voir un peu quelles sont les différentes tendances par rapport à ces 100 jours du président Kaboré. Parce que bon, pour me résumer, c'est peut-être un non-événement, cette sortie médiatique de la majorité présidentielle qui salue la mise en œuvre du président, qui présente un bilan positif, j'allais dire, du président Kaboré. C'est comme une sorte d'autocritique, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Oui, Ladji Bama, la critique, il faut attendre encore. Oui, bien sûr, on n'a jamais vu ça nulle part. Comme Miki l'a dit, on ne peut pas attendre autre chose de la majorité présidentielle. Personne n'a jamais dit que son bilan il est mauvais. Tu as pu avoir le plus mauvais des bilans. Ils affirment également qu'ils ne sont pas venus pour partager un gâteau, mais pour... Oui, mais même sur ce point, moi je commence à être dubitatif, hein, parce que j'ai tendance souvent à croire que, enfin, je ne veux pas qu'à dire que beaucoup ont sacrifié leur vie ici pour rien, parce que ça c'est un peu l'extrême. Mais quand je regarde le comportement de nos nouveaux dirigeants, il y a de quoi quand même à se poser des questions. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on les attendait dès les premiers moments où ils sont toujours restés muets. Par exemple, quand on prend le train de vie de l'État, moi je m'attendais à des gestes forts de la part de nos nouveaux dirigeants quand ils sont arrivés. Par exemple, quand tu prends ce décret que tout le monde a décrié sur Blaise Compaoré qui dit que quand un ministre quitte le gouvernement, il garde ses avantages pendant 6 mois. Moi je m'attendais à voir ce nouveau gouvernement qui est venu pour dire, qui fait la rupture là. On sortait une déclaration pour dire à partir de cet instant précis, il n'est plus question qu'un ministre qui quitte le gouvernement garde ses appareils pendant 6 mois. Parce que c'est insensé, c'est anachronique par rapport à nos contextes. Il ne faut pas comprendre que le petit instituteur qui va à la retraite, dès qu'il quitte la salle de classe, on arrête ses avantages tout de suite, il a droit à sa pension. Et un ministre qui est l'un des plus privilégiés de cette République quitte le gouvernement et il garde tous ses avantages pendant 6 mois. Je ne sais pas, ça répond à quoi? Où on va avec ça? Mais non, ils n'ont pas fait ça, ils gardent ça.
ils nous diront que non, ils sont venus trouver. Mais quand même, si c'était pour perpétuer ce qu'on avait trouvé avant, autant rester. Non, il ne peut pas oublier ça, ce n'est pas possible. Hein? Donc il y a vraiment des gestes forts qu'on attend de ces gens-là. Mais jusque-là, ils restent muets. Enfin, je ne sais pas s'il faut continuer de croire qu'on va changer dans ce pays-là. Parce que quand ils regardent les faits des uns et des autres, les gens croient que les gens se sont sacrifiés juste pour eux. Ils viennent s'asseoir et puis ils vont continuer les mêmes pratiques. C'est vraiment dommage. Boukari Ouba. Ça a été 100 jours difficiles pour le nouveau pouvoir. Ils vont chercher à se justifier, à défendre un peu les actions de ces 100 jours-là en utilisant certainement les événements malheureux qui ont un peu perturbé certainement leur mise en route. Je vais parler des attentats de janvier et puis plus tard l'attaque de la poudrerie de Yimdi et puis peut-être quelques incendies dans les marchés. Mais tout ça ne peut pas justifier le bilan qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, en pareille circonstance, peut-être ce que les uns et les autres appellent les délais de grâce, peut-être... Non. Les délais de grâce, je pense que ce pouvoir-là les a eus à suffisance. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 100 jours d'Europe. C'est 3 mois. Et 100 jours, c'est beaucoup. 100 jours, c'est beaucoup. Il y en a même qui pensent qu'en 100 jours, on ne peut pas parler de qu'est-ce que le gouvernement a fait. Moi, j'ai dit en une semaine même. En une semaine, on peut parler, bien sûr. À la veille de la prise du pouvoir par Roch, on peut demander qu'est-ce que Roch a fait en 24 heures de pouvoir, en 72 heures de pouvoir, en une semaine de pouvoir. Pourquoi est-ce que vous pensez que 100 jours, c'est peu? Non. Et c'est justement là où ce pouvoir-là a péché, parce que le pouvoir n'a pas eu d'attaque. Un peu pour notre jargon, en journalisme, on dit pour commencer ta première fois, là, il faut attaquer. Quelle a été l'entrée du gouvernement? Elle n'a pas pu entrer. Elle a démarré très lourdement jusqu'à ce qu'on se pose la question encore aujourd'hui, est-ce que ce pouvoir-là a démarré? Et moi, je me rappelle, on n'a pas encore oublié ce slogan de campagne. Roch, la solution. La réponse. En 100 jours, la réponse, pardon. Bon, la solution parce que justement, on a eu l'impression qu'ils ont allé copier ça ailleurs. Ado, la solution, Roch, la réponse. Est-ce qu'en 100 jours, quelles sont les réponses que nous avons? J'aurais aimé poser cette question au président Roch. En 100 jours, quel est l'acte fort dont vous êtes le plus fier? Moi, je n'en vois pas. Il y a eu des actions, il y a eu des petits gestes, il y a eu des petits pas. Mais aujourd'hui, c'est difficile, à partir de ce qui a été fait en ces 100 jours-là, de dire que la machine a bien démarré. La machine a surtout eu du mal à démarrer. Et aujourd'hui, comme beaucoup l'ont dit, hein, on n'arrive pas à bien cerner l'action du gouvernement. On est toujours en train d'attendre. Quand vous prenez l'exécutif lui-même, du monde, le gouvernement en lui-même, aujourd'hui, le Premier ministre, vous ne le sentez pas. À peine vous vous demandez s'il y a un Premier ministre dans ce gouvernement parce que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Vous ne savez pas quelle est la priorité. Jusque-là, Dacier avait dit que le président aurait pu faire une visite à l'université. Je me dis, si effectivement le président, en une semaine, en un mois de pouvoir, s'était rendu à l'université, on va dire, attention, c'est un signal fort, il veut remettre en état l'université. Mais il n'y a eu aucun acte fort dans un secteur particulier. Les gestes qui ont été donnés à voir, la gratuité dans le domaine de la santé, j'emprunte le mot au chef de file de l'opposition, ce sont des recyclages. Ce sont des recyclages parce qu'on a vu ça sous le régime de Blaise Compaoré, qui était déjà à la limite un acquis, mais dont on a eu du mal à mettre en œuvre dans la réalité. Et ce pouvoir-là va avoir les mêmes problèmes à mettre en œuvre l'effectivité de la gratuité des soins. Donc je pense que c'est un pouvoir qui n'a pas encore véritablement démarré. Roch, en 100 jours, ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'il a surtout fait des audiences. Avant même qu'il ne soit installé le 29, il a commencé les audiences. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire combien d'audiences le président Roch a reçu après 100 jours d'exercice. Et je pense que ce n'est pas en étant assis à Kosiam et en recevant les gens tous les jours qu'on va développer le pays. Oui, l'Adjibama, on l'a vu également, les organisations de la société civile sont sorties cette semaine pour faire le bilan des 100 jours du président du Faso. Mais on s'est finalement rendu compte que au lieu des 100 jours du président, du bilan, chacun s'est justifié par rapport à ce qu'il est ou par rapport à ce qu'il n'est pas, par rapport à ce que son nom soit cité dans telle ou telle affaire. Bon, finalement, on se pose la question, est-ce qu'il y a-t-il toujours des organisations de la société civile crédibles dans ce pays? Oui, c'est vrai, hein, on peut se poser la question, mais moi je dis quand même que
il y en a quand même. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus d'organisations crédibles. Moi, je pense qu'il y a des gens dans notre société civile qui veulent faire avancer les choses, même s'ils se comptent au bout des doigts. C'est vrai que dans le milieu, il y a beaucoup de... Excusez-moi des termes même, il y a beaucoup de gens qu'on pourrait qualifier de farfelus pratiquement qui sont dans le milieu, qui sont venus peut-être en pensant qu'ils pourront en tout cas se frayer en tout cas un chemin pour leur vie dans ce milieu-là. Ils existent, ils sont d'ailleurs les plus nombreux, mais n'empêche qu'il y a des gens quand même qui sont, j'en connais en tout cas, qui sont quand même assez déterminés, qui veulent faire avancer ce pays et dans le bon sens. Il faut pas... Et on les attendait sur des questions de fond par rapport à ces 100 jours. Oui. Des débats de fond, comme mon ami Dacier le dit. Non, c'est sûr qu'on les attendait sur un certain nombre de sujets qui sont assez préoccupants. Peut-être qu'ils ne sont pas allés de ce côté, mais je pense que pour ce que j'ai pu en tout cas entendre de certains quand même, quand je prends le ballet citoyen lors de sa conférence de presse, ils ont évoqué quand même des choses assez intéressantes sur lesquelles on peut en tout cas se féliciter. Et vous pensez à quoi lorsque vous parlez de choses intéressantes? Non, quand on prend la lecture qu'ils ont fait des 100 jours de choses du président, je pense que quand même c'est assez lucide. Et ils ne se sont pas contentés de dire non, tout est rose à la maison, il y a quand même quelque chose qui est fait, mais on peut faire mieux. Ils ont cité quand même des aspects sur lesquels on attend vraiment les gouvernants. Et je pense que c'est déjà bon. Sur la question de la justice, par exemple? Oui, il y a ça. Ils estiment qu'il y a l'immixtion du président. Oui, et ça, c'est pas faux. Parce que quand on écoute le président qui dit que lui, il a attendu que le juge d'instruction, avant d'envoyer son mandat, le consulte avant de le faire, j'ai dit non, le président, c'est pas ça. C'est vrai qu'on dit qu'il est le magistrat suprême, mais c'est pas comme ça. Il n'est plus d'ailleurs. Mais vous avez le commissaire du gouvernement également. Oui, ces affaires. Non, en fait, tout ça ramène à la question de l'indépendance des différentes institutions et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que nos dirigeants arrivent à se convaincre que la justice, là, elle doit être indépendante. Il faut pas Est-ce que ce n'est pas une utopie? Est-ce que dans un pays, on peut vraiment avoir une justice indépendante? On l'a vu, des spécialistes nous ont expliqué. Non, en fait, tout est utopie dans ce monde. Et moi, à mon sens, tout est utopie dans ce monde. Maintenant, il y a un minimum quand même, moi, je dis qu'il faut pouvoir garantir. Il y a un minimum. Par exemple, personne n'est naïf. Hein. On ne peut pas avoir, même en France, dans les grandes démocraties, il n'y a pas de justice totalement indépendante. Ce n'est pas possible. Le pouvoir a toujours eu une influence de quelque manière sur la justice. Mais il ne faut pas que ça descende jusqu'à un certain niveau aussi. Il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir. Et quand on franchit ce seuil-là, moi je dis que non, il y a période lendemain, il faut pouvoir s'arrêter. Dacier de Bendouté. Oui, moi je voulais revenir sur quelque chose. Et quand par exemple on voit la machine, le démarrage de la machine dont parle Woba, je pense qu'il faut dire carrément à nos dirigeants d'éviter de dire qu'il faut une période de grâce. Parce que pourquoi? Et quand on prend le président Kaboré, j'ai essayé de faire un parcours dans le monde. Il n'y a pas eu quelqu'un dans ce monde-là qui a occupé des fonctions comme Roch Marc Christian Kaboré avant d'être président. Et Roch, depuis, il n'a jamais occupé un poste de subalterne. Roch a toujours occupé des postes d'autorité, jusqu'à aller être président de l'Assemblée 10 ans avant d'être chef de l'État. Donc, si on s'abuse, on peut dire que c'est un homme d'État avant d'être un homme d'État. Quand on prend ces ministres, Salif Diallo et le président de l'Assemblée, et le président de l'Assemblée et le ministre d'État, Simon Compaoré. Simon Compaoré a été maire de Ouagadougou combien d'années? C'est un haut poste, il a beaucoup d'expérience. Le président de l'Assemblée, Salif Diallo... Un maire de Ouagadougou n'est pas un ministre. Non, mais il dépasse certains ministères. La capitale, combien de millions d'habitants? Avec tous les investissements, tous les projets qu'il y a, toutes les coordinations possibles. Mais il dépasse, si ce n'est pas l'armée et l'enseignement, le personnel qu'il a géré, ce n'est pas jugé. Il n'y a aucun ministère qui peut se comparer à une mairie, la mairie de Ouagadougou. Donc, moi je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas que les gens continuent de dire que non, il nous faut... Non, c'est des hommes d'État, et en matière d'expérience, on ne peut rien les reprocher. Ça, il faut qu'on arrête, s'arrête sur ce point. Maintenant, en ce qui concerne le train de vie de l'État dont parle Lagui Bama, ce n'est pas ça même le problème. Aujourd'hui, il y a trop d'institutions inutiles et budgétivores. Il a parlé, par exemple, des ministres qui gardent, par exemple, les avantages durant 6 mois.
Moi, je parle toujours de mes préfets et de mes hauts commissaires. Un préfet qui est assis quelque part à Madjouari là-bas, il n'a même pas une bonne moto. Et vous voulez qu'il y ait autorité de l'État. Tout ça, il faut revoir comment on peut mettre fin à certaines institutions pour amener la déconcentration de l'État à être une réalité dans le monde rural. Et c'est ce que Woba disait, il fallait un acte fort. Un roc Kaboré qui sort, qui dit, bon, à partir de, dès que j'ai pris pouvoir, chaque préfet doit avoir une voiture avec un petit personnel, pour que depuis les villages, on sente que l'État est là. Mais on ne peut pas continuer, par exemple, si vous prenez une institution comme le CES, vous n'arrivez même pas à produire 10 docteurs en économie par an. Vous n'arrivez même pas à produire 10 docteurs en sociologie par an. Et vous voulez avancer, qui va vous donner les idées? Et vous rassemblez des gens qui sont là, qui prennent des millions seulement. Quand vous prenez une institution comme médiateur du FASO, comment dans un État sérieux, avec des hommes normaux, il y a la justice, la police, la gendarmerie, l'inspection du travail. Et certains agents de l'État créent des problèmes à l'État et ça part se retrouver entre les institutions des institutions du même État pour qu'on puisse résoudre ça et ça crée encore des dépenses. Donc il y a des gens qui font perdre l'État et c'est ça qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, je pense que pour qu'on puisse aller de l'avant, Woba l'a dit, il faut donner un acte fort, un signal fort, pour que les gens, les populations sachent que vraiment, maintenant là, le président là, voilà où il veut nous envoyer. Mais si on s'assoit comme ça, on sort, on veut que, et quand tu parles comme nous autres, on pense que tu es aigri, tu n'aimes pas le président. Non, on fait des analyses justes. C'est qu'on vient faire ici la Fousseni. On devait nous payer. C'est de la consultation gratuite pour les gouvernants, mais ils ne le savent pas. On aura compris d'acier de Bendouté. Oui, Paul Mikiramba. Oui, bon. Oui, on parlait des OSC. Des OSC, justement. Oui. On parlait de ces OSC qui ont refait surface, hein, parce que il y a quelques semaines, on se posait la question de savoir où est-ce qu'elles étaient toutes rentrées du coup, parce qu'on a vu, il fut un moment où ces OSC-là parlaient beaucoup, sous la transition surtout. Maintenant, depuis le temps que la transition est terminée et que l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida était en difficulté, on n'avait pas compris le silence dans lequel ces OSC s'étaient plongés. Alors, donc, elle commence à refaire surface, c'est bien qu'elle parle. Et je pense que les 100 jours-là, c'était vraiment un prétexte pour se dédouaner de certaines accusations dont elles étaient l'objet, dont certaines d'entre elles étaient l'objet. Alors que le rôle de l'OSC, c'est un rôle de veille. Oui, justement, il y a un sérieux nous avons de sérieux problèmes de mon point de vue avec nos organisations de la société civile. Elles ne sont pas toutes sérieuses. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et moi, je pense en particulier à toutes ces OSC qui sont nées sous la transition. On a l'impression qu'elles avaient un objectif très précis qui est terminé, leur objet est terminé, donc finalement beaucoup ont disparu. Maintenant, celles qui résistent encore, soit pour parler, bon, il y a des propos qui ne convainquent personne, parce que lorsqu'on se met dans une posture de défendre l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon. Peut-être que si ces OSC voulaient vraiment rendre service à Zida, il fallait qu'il fasse tout pour lui trouver un avocat pour qu'il vienne se justifier devant la justice, pour qu'il vienne se défendre en tout cas. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de leur appréciation de ces 100 jours de Roch Marc Christian Kaboré, je pense qu'il n'y a rien de nouveau également à se dire. Là, il m'a pris l'exemple de Balai Citoyen qui, de mon point de vue, a un langage un peu stationnaire, un peu équilibré, puisque le Balai Citoyen a critiqué de part et d'autre de l'action du gouvernement. Maintenant, pour ce qui est des autres, on a l'impression que c'était une vengeance. Des gens sont sortis un peu pour se défendre. Le cadre de concertation des OSC même dit clairement qu'on parle beaucoup de certaines OSC dans les affaires de parcelles, mais ça dit qu'on dise clairement les noms. Et c'est là où je pense que c'est assez intéressant. Quelqu'un se sentait justement quelque part. En réalité, effectivement, dans un sens, on peut comprendre cette posture-là, parce qu'on parle effectivement de blanchiment de capitaux, on dit que certaines organisations de la société civile sont impliquées dedans. On dit même que sous la transition, il y a des OSC qui sont allés mettre la pression sur des opérateurs économiques dans ce pays pour avoir de l'argent. Vous vous rappelez que le Premier ministre avait eu l'initiative de rencontrer ces OSC. La question a été posée à l'époque. Je pense qu'il y a même un leader d'OSC qui a exigé à ce qu'on publie la liste de ces OSC qui sont allés faire chanter les opérateurs économiques pour avoir de l'argent. Aujourd'hui également, on parle de blanchiment de capitaux. Il y en a certaines qui sont accusées directement ou indirectement d'être impliquées dans ces histoires de blanchiment. Et j'ai vu Safiatou Lopez et ses collègues du cadre de concertation nationale des OSC qui ont souhaité que soit publiée la liste de ces OSC qui sont impliqués. Pour moi, c'est
c'est une bonne chose. Ça rentre dans le cadre de la transparence parce qu'il ne sert à rien de l'accuser comme ça sans avoir quelque chose de concret. Moi, je pense qu'on doit avoir à un moment donné le courage de publier la liste de ces OSC qui ont joué mauvais rôle sous la transition et même après la transition pour qu'on sache désormais à quoi s'en tenir. Alors, à mon avis, il est important que l'on fasse les états généraux de ces organisations de la société civile. On ne sait plus à quel niveau elles se situent. Est-ce qu'elles sont politiques? Est-ce qu'elles ne sont pas politiques? Rappelez-vous, sous la transition, il y en a d'autres qui étaient là, qui étaient très actifs sur le terrain. On se demandait même qui les finançait. Je suis convaincu que ce ne sont pas les bailleurs de fonds classiques qui finançaient ces OSC. C'était un financement occulte. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné que le problème refasse surface aujourd'hui. Et bon, de mon point de vue, il faut un coup de balai à ce niveau-là. Il y a des OSC qui ne méritent plus leur récépissé là. Donc il faut qu'on ait cette audience foraine au niveau des OSC pour faire la part belle. On en a d'autres qui traditionnellement font du bon boulot. Permettez-moi de citer un exemple, le MBDHP qui, depuis de longues années, est resté un peu constant dans ses prises de position et tout. Mais il y en a d'autres qui vraiment, elles sont des bras politiques, appendices des partis politiques ou de leaders. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une posture de vouloir défendre l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Je n'ai rien contre ça, mais pour moi, la meilleure façon, c'est de lui trouver un avocat. Oui, Ladji Bama, effectivement, on l'a vu, le mouvement Plus rien ne sera comme avant est sorti cette semaine pour dire que tout ce qui est dit sur l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida n'est qu'affabulation et que d'attendre que la justice se prononce. Et comme par enchantement, hier, au Conseil des ministres du vendredi, le ministre en charge de l'urbanisme annonçait que Yacouba Isaac Zida renonce à ses parcelles, a écrit pour renoncer à ses parcelles de la Sonature. Est-ce que ce n'est pas un aveu, à votre avis, de culpabilité, à votre avis? Bon, je ne saurais le dire. Hein. De plus en plus, moi, j'ai pour habitude maintenant de parler sur la base de preuves, de faits concrets. Quand je n'ai pas de preuves sur quelque chose, j'ai pour habitude d'être prudent. L'ASE a connu de l'affaire, a enquêté là-dessus. Moi, je dis, on va attendre, prenons patience, attendons vraiment ce rapport de la SEE. Certainement va venir nous édifier. Autrement, tout ce qui se dit là, même ce mouvement dont vous parlez, moi, je connais certains de ses responsables, leur passé n'est pas du tout. Quand je connais le passé de certains responsables d'OSC, ça ne m'encourage pas à les écouter à la télé ni à la radio. Parce que moi, je dis qu'avant de venir devant les gens pour parler, tenir certains discours, il faut toi-même être exemplaire, ne pas être reprochable. Mais quand quelqu'un qui a un passé pas du tout glorieux vient se présenter comme ça pour parler, moi, je dis qu'il y a problème. Donc, moi, je dis sur ce point-là, attendons patiemment la SEE, qu'elle vienne en tout cas avec son rapport. On va voir ce qu'il y a dedans avant de se prononcer. Parce que moi, je dirais qu'au-delà du Premier ministre Zida, sur qui tout le monde est braqué aujourd'hui, si on regarde bien Ouaga 2000, sous Blaise Compaoré, je veux bien savoir tout ce qu'on est passé à Ouaga 2000, combien ils ont procédé pour avoir ces parcelles-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que de Zida. Mais au-delà de Zida, sous Blaise Compaoré, j'imagine qu'il y a des gens qui ont eu les parcelles dans des conditions encore pires que Zida, mais on n'en parle pas. Donc moi, je dis que la CNU nous apporte son rapport, on va regarder dedans qui est blanc dans cette affaire-là avant de pouvoir se prononcer. Oui, mais pourquoi s'être précipité pour écrire et dire que je renonce à mes parcelles à condition qu'on non, même sur ce point, par rapport à moi, il ne fallait pas qu'il attende. Comme je l'ai dit, moi, je cherche à comprendre, je cherche à avoir des documents, mais essayez aussi de faire des recherches. Vous allez voir qu'en réalité, ce qui est dit par rapport à ce qui est dans ces documents, c'est pas. Moi, il y avait un document où c'est pas parce que cette OSC a parlé, il est question de la Sonature a donné la parcelle à quelqu'un à un certain prix, et à un moment donné, la Sonature revient et dit non, on revalorise les prix auxquels on vous a donné la parcelle, venez, il y a un reliquat à payer. Et la personne dit non, on ne s'est pas entendu comme ça au départ, tu m'as donné la parcelle à tel prix, si tu reviens unilatéralement quand me demande d'augmenter le prix, je ne suis pas d'accord, donc pour ça je renonce. Et ça, moi je crois que ça peut se faire, c'est tout à fait normal. Maintenant, je dis vraiment attendons la SEE sur cette question. Moi je pense attendons la SEE pour être mieux situé dans cette affaire-là. Boukari Ouba. Aujourd'hui, c'est un sujet trop pollué, et puis on ne sait plus à quoi s'en tenir. Mais je pense que les faits aujourd'hui sont quand même là. Si Zida a écrit, en fait, il n'a pas écrit, il a répondu. Je pense que les autorités ont dû lui écrire, lui faire cas effectivement de cette histoire de parcelle-là. Et lui, il a répondu. Dans sa réponse, aujourd'hui, il dit qu'il renonce effectivement à ces parcelles-là, aussi bien lui que son épouse. Peut-être que chacun a écrit différemment sa lettre. Et moi, d'ailleurs, j'ai regretté qu'un conseil des ministres se réunisse
pour publier un tel communiqué alors que ça aurait pu passer par d'autres canaux beaucoup plus simples. C'est pas aussi solennel que ça. Donc je pense que dans le fait, il y a un fond. Le Premier ministre, il avait acquis effectivement des parcelles dans des conditions qui ne sont pas apparemment les plus clean. Voilà. Il les a acquis dans un premier temps à des montants dérisoires, 8 000 francs le mètre carré à Ouaga 2000, c'est impensable. Il se trouve que ça devrait être 40 000 francs, n'est-ce pas? Plus tard, il se rattrape parce qu'effectivement, la Sonatrach lui a écrit pour rétablir la vérité des prix et il a accepté pour payer effectivement au prix normal. Je pense que c'est par la suite, effectivement, il y a eu cette idée qu'il doit y avoir une enquête. Apparemment, on ne voulait pas en rester là, qu'il a décidé totalement d'abandonner. Je pense qu'il y a un problème et il faut qu'aujourd'hui, on élucide clairement ce problème. Il faut qu'il y ait la justice, la vérité sur les faits. L'ASE est déjà sur le dossier. Je pense même que l'investigation doit être bouclée. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que ce rapport circonstancié de l'ASE puisse être rendu public. Et les OEC qui sont sortis dernièrement, si je prends le cas du balai citoyen, qui demande un audit même de la gestion des parcelles de Ouaga 2000, sinon même de toute la gestion de la Sonatrach, je pense que c'est une demande que moi, à laquelle je souscris. Je pense que c'est bon de faire la lumière sur toute cette histoire de parcelles de Ouaga 2000. C'est là où je rejoins Ladji Bama. Ça ne veut pas dire que si Zida l'a fait cette fois-ci de la sorte, que c'est la première fois. On ne sait pas combien de personnes ont des parcelles à Ouaga 2000. On ne sait pas qui a 10 parcelles, qui a 20 parcelles, qui a une parcelle. C'est bon de le savoir. On sait que le problème du foncier, d'une manière générale, au Burkina, c'est une vraie catastrophe, une vraie bombe, puisque Ouaga 2000, aujourd'hui, ça fait l'actualité. Commençons par là. Faisons la lumière sur le cas Zida, mais d'une manière générale, sur toutes les parcelles de Ouaga 2000. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour évoquer juste le dernier sujet. Patrice Talon, le nouveau président béninois, d'assieds s'il vous plaît. Patrice Talon, le nouveau président béninois qui prête serment dans la simplicité, et dans une ambiance où on s'attendait à peut-être pire. Et on l'a vu par exemple les deux chefs d'État, pour ne pas dire les deux hommes d'État, Yahi Boni et Patrice Talon, qui ont eu leur rivalité personnelle pour mettre en avant l'intérêt du Bénin. Est-ce que c'est un signal, est-ce que c'est un modèle, un exemple peut-être identificatoire à voir du côté Oui, je pense qu'on ne peut pas parler ni d'exemple ni de modèle, mais ça dépend de comment les hommes dans une société décident de vivre ensemble. Voilà, et le Bénin, rappelez-vous, dans les années 90, avait fait sa conférence nationale. Chez nous, ici, depuis 1959, Nazi Boni a réclamé ça, ça lui a valu la prison. Jusqu'à présent, le Burkina est là, ça patauge. Donc, je pense que ce nouveau chef d'État-là vient avec un autre charisme. Voilà, parce qu'il ne faut pas s'asseoir, faire des cérémonies ronflantes, et même on a vu que son gouvernement est tombé. Voilà. Donc, il faut changer, il faut amener de nouvelles choses. Il ne faut pas rester toujours dans le classicisme qui n'aboutit à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bénin a eu cette chance aujourd'hui de pouvoir mener des débats francs. Moi, je ne dirais pas démocratiques, mais c'est un pays qui aujourd'hui peut mener des débats francs sur lui-même. Et pour ne pas prendre notre exemple, vous voyez aujourd'hui comment on patauge. Et rappelez-vous de ce que le président Lamizana avait dit quand les Girards le fatiguaient tellement. Il a dit que la Haute-Volta souffre plus du manque d'imagination de ses fils que de la rareté des ressources de son sol. Pour vous dire à tel point, Lamizana était dépassé et qu'il n'y a pas de débat d'idées chez nous. C'est des querelles de personnes, c'est des trucs. Fousseni m'a regardé bizarrement, qu'est-ce qu'il me reproche? On ne dit jamais que ce que Fousseni a dit là, moi je pense comme ça, et on fait une synthèse. Donc, je pense que le Bénin, aujourd'hui, a cette force, et Talon, on va voir qu'il va beaucoup révolutionner le Bénin. Vu le style déjà, pour rejoindre Ouba, il a donné un signal fort. Il a bousculé le classicisme présidentiel pour trouver une passerelle, et je pense que ça va faire tache d'huile. Et déjà même, ça éduque la jeunesse qu'on peut être modeste dans les affaires présidentielles au nom de l'intérêt supérieur du pays. Oui, Paul Mikirwamba, on l'a vu, son gouvernement qui s'est formé juste le lendemain
Et il a même donné juste moins de 24 heures au ministre pour faire passation de service. Alors, je pense que tout cela rentre dans le cadre de la rupture qu'il avait promise pendant sa campagne électorale. Rappelez-vous, quand il était en campagne, il avait dit que lui venait pour une rupture dans la gestion des affaires d'État avec l'ancien régime de Yahi Boni. Donc, je pense que c'est la concrétisation de cette promesse-là. Vous avez vu qu'il a tenu une cérémonie de passation très sobre où on n'a même pas invité un seul chef d'État. On a l'habitude de le voir dans d'autres pays avec tout ce qui se passe. Il a dit clairement au Bénin, d'habitude, quand le président organise son investiture, il y a plusieurs chefs d'État qui viennent, ça coûte beaucoup de millions, beaucoup de dizaines de millions de francs CFA à l'État. Donc lui, il a préféré ne pas inviter un chef d'État. Je pense que ce sont les États-Unis qui ont envoyé une délégation présidentielle parce qu'eux aussi, ils approuvent cette façon de faire. Et en même temps, on a vu cette histoire, avant même d'aller au palais présidentiel de Marinal à Cotonou, il a effectué un voyage chez son voisin togolais, puis en Côte d'Ivoire, au cours duquel il avait effectivement dit qu'il n'allait pas inviter un président. Donc, pour moi, c'est simplement cette promesse électorale qu'il est en train de mettre en exécution sur le terrain. Et l'autre signal fort, c'est qu'il s'est engagé à dire qu'il ne va exercer qu'un seul mandat unique à la tête de l'État béninois. Donc, c'est autant de gestes comme ça qui montrent un peu la sincérité de l'homme. Donc, de ce point de vue, il ne peut qu'avoir l'accompagnement des Béninois pour la mise en œuvre de son programme qui va durer seulement 5 ans. Et après, il passe la main à quelqu'un d'autre. Vous avez même vu que le président sortant, Yahi Boni, a fini par, comme vous l'avez dit, Fousseni, à terre les divergences qu'il avait avec Patrice Talon. Et ils se sont retrouvés pour faire une passation de service. Et c'est là dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc je pense, comme vous l'avez dit, que c'est un modèle et c'est un signal fort qui est donné à l'ensemble des États africains. Si tout le monde faisait pareil, on n'allait pas avoir ces crises post-électorales qu'on a connues par le passé. Oui, Ladji Bama. Non, c'est tout à fait juste, hein, c'est ça, c'est ce qui a manqué chez nous. Ici, chez nous, on a cru qu'on peut se contenir des discours, on va boire ces discours et puis s'asseoir, croiser les bras. Non, c'est ça. Les gens ont tenu un certain discours pendant leur campagne, on a parlé de rupture, mais dans les faits, on n'a pas vu de rupture dans les faits. On croit qu'on peut perpétuer. On est toujours dans la logique de la ruse avec le peuple. Les gens pensent qu'ils peuvent toujours ruser avec le peuple et avancer. Moi, je crois que les gens se foutent un doigt dans l'œil. Il faut être fidèle à son discours. Ce qu'on a promis aux gens, il faut le faire. Et si on ne le fait pas, on sera bloqué devant. Oui. On termine avec vous, Boukari Ouba. Je pense que le Bénin, c'est un exemple pour le Burkina. Moi, je ne connais pas assez bien ce monsieur-là. Oui, Talon, je ne le connais pas assez bien. Je l'ai suivi un peu, surtout dans l'affaire qu'il a opposée à Yahi Boni et qui lui a valu beaucoup de misère. Aujourd'hui, il est le chef d'État. Mais il a déjà un signal fort dès son investiture. Moi, je pense qu'au moment où Talon était en train de lire son discours d'investiture, il avait la composition de son gouvernement en poche. Parce que c'est moins de 24 heures. Hein. Le lendemain, très tôt, on avait le gouvernement. Et il l'a donné au plus tard à 18 heures pour que tous les ministres soient installés dans leurs fonctions. Et ça s'est passé ainsi. Donc le gouvernement est en route. Notre gouvernement qui a été formé le 13 janvier, si ils avaient tous pris fonction le 13 ou le 14, le 15, lorsque les attentats se passaient sur Kwame Nkrumah, le gouvernement était déjà en action. Mais quand il y a eu les attentats, on ne savait pas si c'était le gouvernement de la transition qui gérait les affaires ou si c'était le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Talon a eu moins de temps. Premier tour, le 6 mars. Second tour, le 20 mars. Et puis le 6 avril, je pense le 6 ou le 7, il a prêté serment. Et le lendemain, il y avait son gouvernement. Donc entre le 6 mars et le 6 avril, le tour, premier tour, second tour, tout compris, ça fait 1 mois. Roch a été élu le 29 novembre. Le 29 décembre, il est investi. Ça fait déjà 1 mois. Est-ce qu'entre le 29 novembre et le 29 décembre, au moment où Roch était en train d'être investi, et qu'il savait qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée, qu'il avait besoin de coalition, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de faire ses concertations, ses alliances et d'avoir son gouvernement en poche pour que le 30 décembre, nous ayons un gouvernement en place et le 1er janvier, on avait un gouvernement qui était installé? Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on peut déjà faire un bilan de Talon. Des gens disent que 100 jours, on ne peut pas apprécier le gouvernement, le fonctionnement du régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Je suis désolé, mais déjà en 24 heures ou en 72 heures, on peut faire un bilan de Talon. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, on peut faire un bilan. Quelqu'un qui forme son gouvernement le lendemain de son installation, c'est formidable.
Voilà, ce serait les derniers mots de cette émission. On est vraiment désolé, le temps qui nous est imparti est largement épuisé. Voilà, merci, chers confrères, d'être venus analyser et décrypter les sujets de l'actualité de cette semaine. Je rappelle que Boukari Ouoba était là pour nous aider à comprendre l'actualité qui s'est déroulée cette semaine. Boukari Ouoba, je rappelle que vous êtes au journal d'investigation Mutation. Également, Ladji Bama, à ma droite, rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter, était là également pour le débat. Et à ma gauche, Paul Mikirwamba de Ouaga FM et mon ami, cher frère Dacier de Bendouté de Radio Jeunesse. Voilà, c'est tout pour le débat de presse de ce dimanche. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour d'autres sujets. Au revoir.